Bonjour. Donc je vais vous présenter le projet de doctorat de Martha Violet, qui malheureusement n'est pas là, donc je la remplace pour cette petite présentation qui s'insère dans le projet Vitifutur. Le titre de son doctorat, c'est Analyse et modélisation de l'efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote de variétés tolérantes aux maladies fongiques cultivées dans des agro-systèmes contrastés. Donc cette thèse, nous la co-encadrons avec Benoît Pallas et en collaboration également avec Nicolas Saurin de l'unité expérimentale de pêche rouge. Alors quand on parle d'efficience d'utilisation de l'eau ou de l'azote, il faut savoir déjà à quelle échelle on se place. Est-ce qu'on se place à l'échelle de la feuille? Est-ce qu'on se place à l'échelle de la plante entière? Est-ce qu'on se place à l'échelle de la parcelle? Et à quel pas de temps également? Est-ce on se place au pas de temps instantané ou de la saison culturelle? On peut exprimer ces efficiences d'utilisation de l'eau et de l'azote à ces différentes échelles et à ces différents pas de temps, ce qui fait que c'est extrêmement complexe puisqu'on a du mal à passer facilement de l'une à l'autre. Donc par exemple, l'efficience d'utilisation de l'eau, on a déjà eu dans certains des exposés ce matin, hein, cette efficience d'utilisation de l'eau exposée notamment par Benoît Pallas à l'échelle de la feuille. Donc déjà, à l'échelle de la feuille, on peut exprimer la photosynthèse divisée par la conductance somatique et comparer des génotypes entre eux. Ou on peut aussi intégrer l'environnement et notamment la demande climatique en exprimant l'efficience d'utilisation de l'eau comme la photosynthèse, non plus sur la conductance stomatique, mais sur la transpiration. Donc là, on est au pas de temps instantané et à l'échelle de la feuille. Maintenant, si on veut euh, se positionner sur des échelles plus grandes et sur des pas de temps plus grands, par exemple, on peut se positionner à l'échelle de la plante entière et là, on peut regarder l'accumulation de biomasse par rapport à la quantité d'eau utilisée par la plante. Et même, on peut se positionner à l'échelle du vignoble et là, intégrer toute l'eau consommée par le vignoble, qui inclut aussi l'eau perdue par les différents flux dans le vignoble, les flux d'évaporation, les flux de lessivage, on a tout ce qu'on veut. Donc là, par rapport à l'échelle précédente, on va intégrer, notamment pour la culture qui nous intéresse, tous les tissus de la plante qui peuvent transpirer, mais aussi, si on se positionne à l'échelle du vignoble, tous les flux d'eau qui peuvent être perdus, non pas uniquement par la transpiration, mais par tous les flux qui peuvent être perdus à l'échelle d'un vignoble. Donc l'objectif dans le cadre de la thèse de Martha, c'est d'explorer ces différentes utilisations de l'eau, mais aussi de l'azote, à ces différentes échelles et à ces différents pas de temps. Donc pour l'échelle organe, on va comparer différents génotypes. Alors, je vais expliquer le dispositif expérimental juste après et s'intéresser donc à l'efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote, donc entre ces génotypes qui peut être donc très varié selon les génotypes que l'on va considérer et l'exposition de ces génotypes à des contraintes hydriques et azotées. À l'échelle de la plante également, dans le cadre du doctorat de Martha, eh bien, on va s'intéresser à des agrosystèmes contrastés qui ont pour vocation de modifier à la fois l'offre en eau, l'offre en carbone et cette demande en eau, en carbone et en azote, j'ai oublié l'azote. Donc pour cela, notamment, Martha s'est intéressée à des gestions de la canopée variables sur les vignobles sur lesquels elle a travaillé, avec des tailles hivernales contrastées, des tailles sévères, ce qu'on appelle le minimal pruning, c'est quasiment une non-taille où on va laisser beaucoup de bourgeons donc, sur la plante, avec des dynamiques de croissance qui sont complètement différentes dans le temps et des ratios feuilles-fruits aussi qui sont très différents. Et pour accentuer aussi ces ratios feuilles-fruits et aussi cette demande en eau pour un système de taille donné et pour un génotype donné, elle s'est aussi penchée sur la hauteur de la canopée en jouant sur différentes hauteurs avec des tailles estivales plus ou moins sévères. Donc, avec ces traitements-là, donc, on avait pour objectif de modifier à la fois l'offre et la demande en eau, en azote, et également la demande en carbone, et d'analyser donc cette efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote à l'échelle de la plante entière.
Et puis à l'échelle du vignoble, enfin, en parallèle à ces différents génotypes, ces différents modes de gestion de la canopée, on s'est intéressé aussi à différents modes de gestion du sol, avec des couvertures du sol contrastées, je vais y revenir, et aussi des apports en eau et en fertilisation variables. Donc là aussi, on a joué à la fois sur la disponibilité en eau et en azote, mais aussi l'objectif, toujours dans le cadre de ce projet MOMAC, était aussi d'avoir des systèmes plus, plus favorables à la biodiversité dans les vignobles, avec notamment ces vignobles enherbés avec une réduction des intrants. Alors, il y a trois grandes questions hein, pour traiter ces différentes échelles d'efficience d'utilisation de l'eau dans la thèse de Martha. Donc, à l'échelle de la plante entière, d'essayer de comprendre comment les modifications à la fois de la disponibilité en eau, enfin disponibilité et offre en eau, en carbone et en azote peuvent modifier cette efficience d'utilisation de l'eau à l'échelle de la plante entière. Même chose pour l'échelle de la feuille, avec un focus donc sur les échanges gazeux, d'essayer de voir les réponses de ces échanges gazeux dans ces agro-systèmes contrastés et comment l'eau, l'azote, le carbone impactent ces échanges gazeux. Et puis une échelle aussi parcelle pour essayer de vérifier cette efficience de l'utilisation de ces intrants, fertilisation, irrigation, sur l'utilisation par le vignoble et de vérifier si on avait des pertes éventuelles par les différents agrosystèmes qu'on étudie. Donc on a travaillé sur un parcellaire qui a été pas mal utilisé ces derniers temps, hein, précédemment dans la thèse de Luciana Willem sur le parcellaire des colombiers à pêche rouge, où on a des variétés tolérantes aux maladies fongiques. On en a sélectionné au départ quasiment toutes pour la thèse de Martha et on s'est très vite retrouvé avec un dispositif incontrôlable tellement qu'il y avait de modalités et la charge de travail était gigantesque. Donc, en deuxième année, on s'est focalisé plutôt sur trois de ces génotypes. L'artaban, le 3159 et le G5, donc des variétés résures et bouquets, dont certaines accumulent moins de sucre dans les baies. Pour les pratiques culturelles, comme je l'ai dit, donc dans ces différents vignobles, Martha, avec les aides à pêche rouge hein, des nombreuses personnes qui ont travaillé avec elle, a modifié des hauteurs de la canopée. Vous voyez ici, par exemple, cette année, une hauteur divisée par 2 sur certains génotypes de la canopée à charge égale. Et également, comme je l'ai dit précédemment, des systèmes de taille variable, des systèmes de taille minimale versus des systèmes de taille sévère, tout ça réparti dans les différentes parcelles pour les différents génotypes. Pour le sol, voici quelques images de ce qu'elle a fait. Donc on a travaillé aussi avec l'UMR Apsis hein, pour appliquer ces différents et l'UMR LISA pour modifier ces différents modes de gestion du sol. Donc elle avait un enherbement spontané, un enherbement semé avec différentes espèces, luzerne, orge, pois, moutarde et févrole, et un sol nu, et en parallèle des gestions de l'irrigation et de la fertilisation variable. Donc un système plutôt axé sur la réduction maximum des intrants et favoriser la biodiversité, donc l'enherbement spontané, un système intermédiaire avec de l'irrigation et des espèces qui peuvent permettre une fourniture en azote dans le sol augmenté grâce à l'utilisation de légumineuses et un système considéré comme moins favorable pour la biodiversité et avec plus d'intrants, plus de fertilisation et plus d'irrigation. En gros, les mesures qu'elle a faites, c'est un peu les mesures qui vous ont été présentées ce matin, ce sont toujours les mêmes. Donc des mesures de croissance, des mesures d'échange gazeux, des mesures de stockage du carbone et de l'azote dans les différents organes de la plante, des mesures au niveau du sol, on voit Guillaume ici, qui est présent dans la salle. Donc l'objectif, c'était d'évaluer à la fois au niveau du sol et au niveau de la plante le statut azoté et le statut hydrique, donc différentes variables ont été mesurées en ce sens,
Pour la plante, d'évaluer les rapports feuilles-fruits qui ont été engendrés par nos différents traitements, et puis plusieurs variables de fonctionnement liées aux échanges gazeux, à la croissance végétative reproductive et au stockage du carbone et de l'azote dans les différents organes. Donc ça, ce sont pour des mesures, par exemple pour les échanges gazeux, j'y reviendrai, des mesures avec des appareils faible débit et des appareils plutôt haut débit, et on verra ce qu'on en a fait par la suite. Et en parallèle de ça, comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif c'était aussi d'évaluer l'efficience d'utilisation de l'eau de nos systèmes à l'échelle du vignoble. Et pour cela, on s'est reposé sur un modèle de culture qu'on a développé il y a quelques années, qui est encore en cours de développement, qui simule le bilan carboné de la vigne et sa croissance en réponse au bilan hydrique et au bilan azoté du sol. Donc, c'est un modèle qui connecte plusieurs modules, des modules de bilan azoté du sol, de bilan hydrique de vignoble enherbé et de bilan carbone de la plante. Donc, ce modèle de bilan hydrique, on l'a testé dès cette année dans le cadre de la thèse de Martha avec le recrutement d'une stagiaire de Master 2 sur un jeu de données externe. Et l'objectif est ensuite de l'utiliser dans le cadre de la thèse de Martha. Donc, on a utilisé pour cela, en collaboration avec l'UMR Apsis, un jeu de données qui était disponible d'un doctorant qui a fait sa thèse à Apsis il y a quelques années, en 2014, qui s'appelait Nicolas Guilpart, enfin, qui s'appelle toujours, et qui a travaillé donc sur le domaine du chapitre et qui avait différents traitements d'irrigation, de fertilisation, d'enherbement. Donc ça colle vraiment à ce qu'on veut faire ensuite dans le cadre de la thèse de Martha. Donc je vous donne tout de suite un premier résultat sur ce modèle de culture. Avec un résultat sur l'état hydrique du sol, avec donc les différents traitements qui avaient été établis par Nicolas Guilpart, donc un sol nu, un sol avec de la luzerne, un sol irrigué, fertilisé, juste fertilisé. Et voilà, l'objectif c'était de voir si le modèle fonctionne, s'il y avait des variables qu'il simulait bien, moins bien. Bon, là, on n'est pas très étonné qu'il fonctionne bien puisque Nicolas Guilpart l'avait aussi utilisé et programmé en ce sens, mais il avait utilisé que le modèle de bilan hydrique du sol, et nous, on a intégré donc cette approche de modélisation en intégrant le bilan azoté du sol et le bilan carbone de la plante, et ça nous a permis d'identifier des petits défauts dans nos routines de simulation et de travailler dessus dans le cadre du stage de Laetitia. Donc Martha maintenant va utiliser le modèle dans le cadre de sa thèse pour évaluer donc des variables au niveau du sol, de perte en eau, de minéralisation, enfin à la fois d'apport et de perte en eau et en azote qu'on a dans le sol, et puis pour accéder aussi à des variables au niveau de la plante qu'on a du mal à mesurer de façon facile, comme la transpiration de la plante au vignoble. C'est quand même assez compliqué de calculer les flux d'eau de la plante dans la vraie vie. Donc ce modèle peut nous permettre d'accéder à des variables difficiles d'accès. Alors là, maintenant, je vais vous montrer juste quelques résultats parce que Martha, en fait, elle a acquis au cours des 2 dernières années un jeu de données assez énorme. Et voilà, elle est en train d'analyser ces données, et donc on a une vision que très partielle pour l'instant des résultats qu'elle a obtenus. Mais c'est juste pour vous montrer, en gros, le gradient qu'on a pu obtenir grâce à toutes les mesures qu'elle a réalisées. Donc, on retrouve ici les différents pratiques culturales, les différentes hauteurs de la canopée, avec les systèmes consommant beaucoup d'eau, beaucoup d'azote, un peu d'eau ou pas du tout d'irrigation, pas de fertilisation pour les systèmes enherbés, et la taille minimale par rapport à la conduite en espalier. Donc, chaque couleur, voilà, c'est un agro-système. Et puis, il y a les 3 variétés qu'on a conservées les 2 années, donc la G5, la 3159 et Artaban. Et là, c'est juste une vision sur une journée pour vous montrer, par exemple, fin août, les niveaux d'état hydrique qu'on a pu obtenir. Et l'objectif, c'est de vous montrer voilà, qu'on a pu obtenir des gradients d'état hydrique entre les différentes modalités. Ce qui nous intéresse justement pour après comparer ces agro-systèmes en termes d'efficience d'utilisation de l'eau et de l'azote. Donc ça, c'est pour le potentiel hydrique de base. Donc en 2024 en particulier, on a
pu obtenir un gradient de potentiel de base plus accentué avec un effet significatif des modes de conduite, de la gestion du sol et des modes de conduite au niveau de la canopée sur les valeurs minimales de potentiel hydrique de base atteintes en fin de saison. Pour ce qui est de l'azote, c'est pareil, on a réussi à obtenir des gradients assez importants au niveau de l'état azoté de la plante, qui a été mesuré ici avec le, le SPAD. Le, je, mince, j'ai plus le terme du nom de l'appareil. Oui, mais non, non, c'est du SPAD. Ça mesure, c'est un indice chlorophyllien, voilà. Et donc pareil, là en fait on a voyé qu'on a différents niveaux d'état azoté. Bon ça c'est juste une journée, hein, mais on a toutes les dynamiques au cours des 2 saisons culturales. Des différences entre les génotypes, des différences entre les pratiques culturelles, à la fois les gestions du sol et les gestions de la canopée. Voilà, avec des niveaux d'état azoté qui sont considérés comme étant plutôt faibles en fin de saison ou plutôt élevés selon les variétés étudiées ici. Donc voilà, notre objectif c'était ici d'avoir un gradient le plus important à la fois d'état hydrique et d'état azoté pour pouvoir comparer ces agrosystèmes. Dernier exemple ici, juste pour l'année 2023, parce qu'elle nous avait pas fourni les données 2024, du ratio feuilles-fruits. Donc là, c'est la surface foliaire par B. Et de nouveau, on voit qu'on a des effets des modes de conduite et de modes de gestion du sol et des variations aussi entre les génotypes. Et cette année, on aura encore des gradients encore plus importants puisqu'on a diminué de façon encore plus drastique la surface foliaire qu'on avait pu le faire l'an passé, qui était une année quand même relativement sèche et on n'avait pas pu avoir des gradients très élevés entre les systèmes entre les modes de gestion avec des hauteurs de canopée faibles et plus élevées. Alors, voici le type de variable qu'on obtient en termes de fonctionnement. Donc, on a mesuré la conductance somatique, la photosynthèse, l'objectif étant après de calculer l'efficience d'utilisation de l'eau. Donc là aussi, c'est 2 journées seulement. On a des différences entre les génotypes, des différences entre les pratiques, comme c'était attendu. Pareil pour la photosynthèse. Et maintenant, l'objectif, c'est de conduire des analyses multivariées pour voir comment l'efficience d'utilisation de l'eau varie en fonction à la fois de l'état hydrique de la plante, de l'état azoté de la plante et de l'état carboné de la plante. Donc on en est à ce niveau-là, par exemple, pour ces mesures à l'échelle de la feuille, et idem pour toutes les autres mesures qui sont faites à l'échelle de la plante entière et du vignoble. Alors, je fais une petite aparté sur les mesures faible débit versus haut débit. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Martha a utilisé différents types d'appareils, des analyseurs d'échange gazeux type ici Licor 6800 qui permettent d'accéder à la photosynthèse, à la conductance somatique, à la transpiration, au microclimat de la feuille, et puis à forcer des conditions dans la pince de cet appareil pour avoir des conditions bien spécifiques. Donc c'est très intéressant pour mesurer les échanges gazeux d'une feuille et contrôler l'environnement, mais ça prend un certain temps. Et en parallèle, on dispose de nouveaux outils, là le Licor 600, qui, ce type d'appareil permet de faire des mesures de façon beaucoup plus rapide. Par contre, on n'a pas accès à la photosynthèse, mais on a accès à la conductance somatique et puis à des indicateurs du fonctionnement des appareils photosynthétiques tout de même, et également le microclimat au sein de la chambre. Mais là, on ne peut pas contrôler ce microclimat. Donc Martha, pour ces différentes conditions, puisqu'elle avait différents gradients hydriques, azotés, carbonés, a sondé avec ces 2 appareils l'activité photosynthétique, la conductance, d'une part avec le Licor 6800, et puis la conductance somatique et toutes les autres variables conjointes avec le Licor 600. Et l'objectif a été de voir si on pouvait utiliser cet appareil pour recalculer un espèce de proxy de l'activité photosynthétique et permettre comme ça de débiter des mesures sur les vignobles de façon très rapide.
Donc, elle a établi des premières courbes de calibration, voilà, qu'on est en train d'affiner entre une photosynthèse mesurée de façon très fine avec le Liquor 6800 et une photosynthèse estimée avec ce type d'appareil haut débit. Voilà. Et donc, grâce à ce type de calibration, comme elle a fait énormément de mesures sur tous ces dispositifs expérimentaux au cours de la saison de façon très rapide avec cet appareil, on, on espère pouvoir donc recalculer l'activité photosynthétique a posteriori de nos différents agrosystèmes. Il faut savoir qu'avec ce type d'appareil, c'est très compliqué, hein. On peut faire un, deux génotypes avec quelques modes de conduite sur un pas de temps de 2 heures, mais on pouvait en aucun cas sonder tous nos traitements sur une ou 2 journées, même. Voilà, c'est beaucoup trop long. Donc, par contre, avec ce type d'appareil, Martha a pu sonder tous ces agrosystèmes, tous ces génotypes. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un aperçu rapide du type de mesures qui ont été réalisées. Bon, bah là, il reste une année, il y a beaucoup de travail. Il faut que Martha finisse son traitement des données, qu'elle rédige sa thèse, qu'elle participe à un congrès, tout ça avant décembre 2025. On y croit. Et voilà, une petite diapo de remerciements avec les collègues de Lisa, les collègues d'Apsis et les collègues de Pêche Rouge. Merci beaucoup.